As-tu déjà imaginé à quoi pensait cet homme que tu as croisé dans la rue tard le soir? Celui qui fumait une clope le regard dans le vide. Peut-être que ses parents l'ont maltraité, que ses frères l'ont abandonné, et qu'il est désormais seul au monde. Peut-être qu'il ne lui reste que des rêves oubliés et du désespoir. Peut-être qu'un jour, il croisera des amis qui lui feront oublier sa faiblesse et sa détresse. Mais au fond, quelle est sa véritable place dans le monde? Aurait-il le droit de rêver lui aussi d'un avenir radieux aux côtés de sa nouvelle famille? Alors dis-moi, qu'aurais-tu fait à sa place? Serais-tu resté là, à fumer et abandonner ton futur? Ou aurais-tu tout donné pour allumer la flamme de ton cœur? Ah, One Piece! Son magnifique sens de l'aventure, ses moments d'émotion, son message sur l'amitié, ses mystères qui font palpiter le cœur des lecteurs. Une œuvre légendaire et adorée de tous, mais qui n'est pas connue pour un extrême développement des personnages, soyons quand même un petit peu honnêtes. Et c'est intéressant car Sanji, lui, ne rentre pas du tout dans cette case. Il possède une écriture qui est complexe, qui est nuancée et probablement la meilleure réussite d'Oda. Et on va pas se mentir, beaucoup de personnes sont passées complètement à côté du sujet. Ils trouvent que Sanji prend de l'ampleur trop tard dans le récit. Il est considéré dans l'ombre de Zoro comme le type là pour battre le troisième mini-boss de chaque arc. Encore pire! Certaines personnes le voient comme un homophobe, un misogyne ou encore un sexiste notoire. Ou alors juste comme un gros bandeur de meufs insupportable qui se fait recaler constamment tel Pierre dans Pokémon. Les critiques coulent à flot et ne lui rendent pas du tout justice. Alors plongeons-nous dans son histoire et analysons ensemble ce qui fait de lui l'un des tout meilleurs personnages secondaires du shonen. Et pourquoi pas le meilleur personnage de One Piece. Quand on rencontre Sanji pour la première fois, il sert des plats dans le restaurant Le Baratie. On constate directement un contraste dans son chara-design. Il apparaît élégant dans son costume, mais aussi rebelle en fumant au travail. La suite de la scène montre de l'arrogance. Il humilie Full Body, un client et lieutenant-commandant de la marine, en le corrigeant puis en tentant de séduire son date devant lui. Ils ont par la suite un échange où Sanji reste calme et moqueur devant son énervement. Tout de suite, Oda nous fait comprendre son caractère. Sanji ne s'écrase pas devant la hiérarchie et revendique sa position, reprenant par 2 fois Full Body sur son rôle au sein du restaurant. On apprend à la fin de la discussion une première valeur morale du personnage. L'important est de se nourrir alors que l'argent ou le statut social ne permettent pas de le faire. C'est un parallélisme entre la nourriture et la vie. Pour Sanji, on comprend tout de suite que la survie est un élément qu'il a probablement marqué dans le passé. C'est confirmé par sa réaction puisque c'est uniquement lorsque Full Body veut gaspiller de la nourriture que Sanji change littéralement de ton pour le démolir. Et ici, on nous indique une nouvelle chose. Sanji n'est pas seulement arrogant et rebelle, il est aussi fort et capable de joindre les actes avec les mots. En une seule scène, on comprend tout de suite l'essence du personnage. Il est fidèle à ses propres valeurs et les défend quitte à en assumer les conséquences. On peut se le dire, c'est une scène d'exposition rondement menée. À la suite de ça, sa personnalité s'affirme encore plus. Il s'embrouille avec son propre chef Zeph et est mis en opposition avec Patty, un second cuistot. Il pense qu'un client a besoin d'argent pour se nourrir alors que Sanji n'hésite pas à servir Jin même s'il n'en possède pas. En sachant que Jin n'a pas mangé depuis des jours, Sanji se reconnaît forcément dans cette situation de nécessité. Et on le rappelle, peu importe qui il a en face de lui, il agit pour ce qu'il pense être juste. La preuve, il n'a pas hésité à démolir un membre gradé de la marine au moindre écart de sa part et à nourrir un pirate d'un équipage dangereux sans justification. Confirmant encore que pour lui, la nourriture et ainsi la vie sont plus importantes que le statut social. Le passé de Sanji a causé cette idéologie. Certes, Zeph lui a appris à nourrir ceux qui ont faim, mais sa non-considération du statut social vient aussi de son enfance. Comme il était faible, son père n'avait aucune considération pour lui et l'avait même enfermé dans une cellule. Il pouvait à peine se nourrir et avait lui-même un statut social misérable au sein de sa famille. Il voyait en permanence les domestiques maltraités, ce qui bien sûr le faisait souffrir. Sanji a donc appris à considérer les autres et à vouloir éviter qu'ils souffrent comme lui a souffert dans son enfance. Ces événements ont développé chez lui des valeurs fortes qu'il souhaite conserver à tout prix avec une grande loyauté, lui donnant ce caractère parfois virulent. Et bien que Sanji se rebelle souvent, surtout face à Zeph, il accepte tout de même toutes ses revendications et garde envers lui une fidélité importante. Un lien fort forgé par la reconnaissance de l'avoir sauvé de la noyade, mais aussi de la famine. Amplifié bien sûr par le fait que Sanji n'a jamais eu de véritable père, qui s'occupait de lui. Zeph s'est privé de nourriture, quitte à manger sa propre jambe. Tout ça pour que Sanji survive le plus longtemps possible en attendant les secours. Il a fait tout ça pour lui, un jeune inconnu qui, je le rappelle, travaillait sur un bateau random prêt à être pillé par des pirates. Il a fait ce que son propre père biologique n'a jamais été capable de réaliser pour lui. Trouver enfin la chaleur de quelqu'un qui le protège et en plus qui partage ses valeurs a créé une grande loyauté et un grand amour.
Une rencontre qui a allumé l'étincelle de la passion chez Sanji et qui lui a aussi permis de renforcer par la suite son rêve ultime, découvrir All Blue. Après les gars, je me permets de le dire, mais à mon sens, Sanji offre les meilleurs flashbacks de l'histoire de One Piece. Dites-le moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, ou si vous pensez qu'il y en a des meilleurs en tout cas que les siens, mais il met la barre très haute. Cette notion de loyauté est centrale dans l'arc et dans le développement du personnage en général. Sanji voit en Zeff son propre père. La reconnaissance qu'il lui porte le pousse à une extrême fidélité. Le problème, c'est qu'il ne peut pas réaliser son rêve en restant à ses côtés. Il y renonce donc, considérant qu'il ne peut pas abandonner celui qui lui a tout donné. Ce dilemme moral va s'intensifier aux côtés de Luffy. Il résiste à la volonté de Zeff de l'enfermer au Baratie pour réparer les dégâts qu'il a causés. Luffy ne souhaite pas du tout sacrifier ses rêves ou les repousser pour quelqu'un d'autre. Deux chemins s'ouvrent alors à Sanji, celui des rêves et celui de ses propres principes. Mais jusqu'à quel point doit-on être loyal ? Car oui, en renonçant à ses rêves, Sanji n'est plus loyal envers lui-même. Et d'un autre côté, il voit Luffy et son équipage qui eux sont fidèles à leur volonté. Ils iront chercher leurs objectifs, peu importe la distance ou la difficulté. Ce questionnement trouve sa réponse à travers Zeff. Il veut voir Sanji heureux. Il lui apprend que le bonheur surpasse la loyauté. La joie et la force des principes instaurent la fidélité. Et pareillement, Zeff est lui aussi loyal envers Sanji. Il l'a sauvé pour qu'il atteigne son rêve, alors il le pousse à le suivre. La loyauté peut se transcrire de différentes manières. L'opposition avec Jin marque aussi cet arc. Malgré sa fidélité pour Don Kurig, Jin finit par sauver Sanji. Il suit ses valeurs en protégeant la personne qui l'a sauvé, allant à l'encontre de son capitaine car leurs principes n'entrent plus en résonance sur le moment. Et pourtant, ce choix vient confirmer la décision de Sanji, Jin ne trahit pas complètement son capitaine. Tout comme Zeff, il montre à Sanji les différentes facettes de la loyauté. Elle doit être consciente et pas acquise. Si la personne envers qui tu es loyal change négativement, alors ta fidélité doit te pousser à l'aider et non pas le suivre aveuglément. Ainsi, en s'en allant aux côtés de Luffy, Sanji ne trahit pas Zeff. Il lui reste loyal en portant son héritage et en conservant son amour et sa reconnaissance pour lui à jamais. D'ailleurs, en route pour Arlong Park, Sanji débute enfin son intégration dans l'équipage. Il n'hésite pas à se battre à mort pour les autres sans même les connaître, que ce soit pour Usopp, pour Zoro, pour Nami ou encore pour Luffy. Sa fidélité contraste avec son adversaire Kurobi qui ne remet jamais en question les principes et la dictature qu'impose Arlong sur la population humaine. Une différence majeure avec ce qu'on a vu entre Jin et Don Kurig dans l'arc précédent. Un soldat qui ne réfléchit pas et se contente d'agir sans once d'humanité et de valeur. Même s'il n'est pas encore bien établi au sein de l'équipage, Sanji n'hésite pas à assumer ses responsabilités. Il prouve sa puissance et ses ressources en repoussant déjà ses limites avec quand même un caractère aussi impressionnant que celui de Zoro ou de Luffy. D'ailleurs, un petit détail ultra intéressant montre à quel point Sanji a déjà un début d'évolution marquant. Lors de la fameuse scène où chaque Mugiwara affirme haut et fort leurs rêves en posant leurs pieds sur le tonneau du Wogmeri, tel un serment qu'ils scellent entre eux pour les atteindre, eh bien c'est Sanji qui ouvre cette conversation. Celui qui était prêt à tout abandonner pour suivre Zeff est désormais le premier à scander haut et fort son rêve. Un magnifique message sur l'impact de Luffy qui l'a libéré de ses entraves afin qu'il puisse pleinement vivre sa vie. Maintenant, Sanji n'est plus seulement un Mugiwara de titre, il est définitivement un membre de cette grande famille. Désormais, un nouveau chapitre s'ouvre. Après la loyauté, il est temps de parler de responsabilité, un autre thème majeur du personnage. La responsabilité, c'est la capacité de prendre des décisions et d'avoir conscience des conséquences de celles-ci. Pour un sous-chef de Luffy comme Sanji, cette notion est ultra importante dans son développement tout au long du manga. On va voir qu'il est à la fois mature dans ses décisions, mais également mesuré afin de rester en accord avec ses valeurs. Avec son caractère, Sanji montre une capacité à passer à l'action intéressante, mais surtout une bonne capacité d'analyse et de réflexion. Il prouve à chaque intervention qu'il sait être sérieux quand il le faut, bien plus évidemment que le reste de ses camarades. Sanji prend du recul et juge une situation dans son ensemble, n'hésitant pas à partager ses opinions, voire même carrément à prendre des initiatives. Il sait qu'il a la totale confiance de Luffy, ce qui le pousse à agir selon ses propres convictions pour préserver l'intégrité du groupe. Sur Little Garden, Sanji discute avec Crocodile via l'escargophone et arnaque littéralement Barrow Quartz pour obtenir un Eternal Pause pour Alabasta. Dans cette situation, il a montré un sang-froid et surtout une intelligence frappante, loin des critiques un peu stupides qu'on entend un peu partout sur le personnage. Par ailleurs, tu l'avais peut-être remarqué, mais il utilise lors de leur échange son pseudo Prince, qui s'est révélé être un foreshadowing intéressant sur ses origines qui nous a tous surpris une fois la révélation faite. Au début de la vidéo, on parlait d'une des critiques principales du personnage. Il prend de l'ampleur, mais trop tard dans le récit. Pourtant, à Alabasta, Sanji fait déjà partie des Mugiwara réalisant le plus d'actions utiles dans le déroulé de leur plan, leur sauvetage et leur combat. Ce qui est le cas finalement dans la plupart des arcs depuis son arrivée dans l'équipage et quelque chose que l'on constate tout au long du manga. C'est lui qui sauve littéralement tout le monde en les libérant de la prison. Il est donc déjà un acteur majeur des Mugiwara, en plus de remporter de belles victoires. Et cette notion de responsabilité va s'intensifier dans la saga Water 7 et encore plus tard. Lors de l'arrivée de l'équipage sur l'île, Sanji va partir en mission pour chercher de la nourriture. Il va croiser
croiser Robin et remarquer un comportement étrange. Au-delà de son intelligence émotionnelle du moment, il prend immédiatement la décision de la suivre. Il ne remet jamais en question sa fidélité et va surtout chercher à comprendre ce qui ne va pas. Il n'en informe pas tout de suite Luffy puisque la priorité est de rester dans une démarche de recherche. Ici, on voit tout de suite l'aspect plus adulte du personnage. Il est conscient de son importance dans l'équipage et considère que le bien-être de son ami doit passer avant les notions hiérarchiques. Pareillement, il prend la décision risquée de monter à bord du train direction Enies Lobby avant même que ses compagnons ne soient arrivés. Il se bat et parvient à libérer Franky à l'aide d'Usopp. Sanji est par ailleurs le premier Mugiwara à émouvoir Franky et lui faire comprendre l'attachement qu'ils ont les uns envers les autres. Le fait qu'il soit capable de prendre ses décisions et d'assumer ses responsabilités est très parlant au vu du thème majeur de l'arc. Alors que Luffy s'embrouille avec Usopp concernant la prise de décision du Vogue Mary et que l'équipage se déchire à petit feu, Sanji lui reste focus sur la cohésion du groupe. Il reste concentré sur le plus important, un comportement d'adulte qui vient contraster avec ses compagnons qui eux sont en plein passage à l'âge adulte. Il est le plus adulte entre guillemets des jeunes Mugiwara, car là où Zoro par exemple a du recul et du sang-froid, Sanji possède également de l'intelligence émotionnelle qui vont motiver ses décisions. Enies Lobby, sûrement l'un des plus grands arcs de One Piece pré-ellipse. Que ce soit Luffy, Zoro ou encore Sanji, notre trio magique a level up et surpris tous les fans avec leurs nouvelles capacités. Sanji a dévoilé sa technique Diablo Jump, capable de créer des flammes pour se battre et enchaîner des coups dévastateurs, laissant entendre qu'il peut également obtenir une belle évolution technique au long de cette aventure. Zoro et Sanji s'affirment tous les deux durant leur combat face à Kaku et Jabura, comme les lieutenants capables de supporter les ambitions de Luffy et d'affronter presque n'importe qui pour le hisser au sommet. Vaincre les CP9 n'était pas simple, surtout face à leur puissant fruit du démon. Mais les voilà maintenant en quête d'objectifs encore plus grands. Tout comme le reste de son équipage, Sanji est prêt à être l'ennemi du gouvernement mondial. Les responsabilités qu'il est prêt à assumer vont d'ailleurs atteindre son pic lors de Thriller Bark. Alors que Kuma s'apprête à achever Luffy, Zoro est prêt à se sacrifier pour son capitaine. À ce moment-là, Sanji apparaît et souhaite prendre sa place. À ce moment de l'histoire, il prend ses responsabilités en étant prêt à se sacrifier. Narrativement, c'est très fort, car une nouvelle fois Sanji est prêt à abandonner ses rêves pour Luffy. Par loyauté, mais pas seulement. Il sait que sans Luffy, ses rêves ne se réaliseront jamais. Il sait aussi que Luffy est plus important pour le monde et ses amis que pour lui. D'un autre côté, il refuse que Zoro le fasse, car selon lui, Zoro est plus important pour Luffy que lui. Alors si quelqu'un doit se sacrifier, autant que ce soit sa propre personne. Cette prise de décision montre une réflexion et une grande maturité. Sanji a conscience des conséquences de chacune des éventuelles situations et prend ses responsabilités pour éviter le plus de dégâts. Mais Zoro ne l'entend pas de cet œil et le met KO pour aller lui-même supporter la douleur de son capitaine. Cet acte est en réalité représentatif de la relation des deux personnages. Ils sont les deux ailes de Luffy et symbolisent chacun une part des responsabilités qui lui incombent. Zoro est la rigueur et le sang-froid, tandis que Sanji est l'intelligence émotionnelle. Ils sont transcendés par la loyauté et prennent des décisions juste pour aider leur capitaine. De par leurs différences, ils se complètent. Zoro était celui capable de subir la douleur et Sanji d'en assumer les conséquences avec la gestion de ce drame le lendemain. Il constate les dégâts et se sent responsable que son ami ait souffert en son absence. Malgré ce coup de traître, il n'éprouve aucune colère et accepte le choix de Zoro. Il se porte garant de protéger son secret et il prend donc la responsabilité de le cacher aux autres en étant convaincu que cela protège à la fois Zoro et Luffy. Encore une fois, ces deux personnages se sont montrés à la hauteur de leur capitaine. Deux personnages qui s'embrouillent et se vannent souvent depuis leur rencontre, mais qui reconnaissent sans problème la valeur et les compétences de l'autre. Un tandem extrêmement précieux pour l'écriture de One Piece autant que pour les Mugiwara, car rien ne serait pareil ni si intéressant sans eux. On peut limite dire qu'ils ont une relation fraternelle, tournée sur la chamaillerie, quelque chose que Zoro n'a pas connu car fils unique, et Sanji n'entretient pas une belle relation ni avec ses frères ni sa sœur. Et il faut quand même le dire, leur rivalité n'empêche pas du tout le respect mutuel. La démesure et l'humour que cela apporte à certaines situations restent importantes pour l'écriture de One Piece. Cela permet de montrer d'autres facettes de nos personnages en plus de les pousser à se dépasser et réaliser de nouveaux exploits. Jusqu'à se battre pour savoir qui aura la meilleure prime dans le futur. Une entente qui joue énormément sur l'évolution des deux personnages, même s'il est vrai que Zoro est un personnage quand même plus linéaire dans l'écriture, avec son côté badass et inarrêtable quand il passe aux choses sérieuses. L'un a besoin de l'autre pour franchir un cap, sans compter bien sûr leur duo lors du Davy Back Fight, qui avait du mal à fonctionner mais une fois mis en scène et en marche, c'était un no match. Leur confiance l'un envers l'autre est également plus grande qu'elle n'y paraît, jusqu'à atteindre un pic intéressant sur Onigashima. Lorsque Sanji développe ses pouvoirs du Germa, il demande à Zoro de l'arrêter dans le cas où il deviendra un monstre et quelqu'un de différent, comprenant ici qu'il n'y a que lui dans l'équipage qui serait capable de le tuer en cas de besoin. Vous l'avez compris, les deux personnages sont équivalents en responsabilité au sein de l'équipage. C'est ce qui crée un lien narratif très fort entre eux. La diversité de leurs pensées et les différentes manières de les assumer renforcent l'équipage et leur cohésion.
迷子になられたらめんどくせえからな。ああ、誰に向かって言ってんだ、ひげ眉毛。 Après l'ellipse, Sanji assume des nouvelles responsabilités extérieures au Mugiwara. On peut considérer qu'il est maintenant devenu un adulte. À Punk Hazard, il accompagne Kinemon pour récupérer son corps. On sait que dans son enfance, son corps a subi de nombreuses expériences scientifiques. Le fait qu'il souhaite voir Kinemon récupérer le sien est fort narrativement. De la même manière, il agit comme un grand frère avec les enfants du laboratoire. Il a conscience de l'horreur d'être un sujet scientifique et souhaite absolument les défendre. Il prend la responsabilité d'un adulte en défendant des enfants. Son apparition face à Vergo vient donner des étoiles dans les yeux à la marine. Le voir s'opposer à un ennemi surpuissant par valeur impose aux membres de la marine de la responsabilité à leur tour. Il n'est plus simplement celui qui l'assume, il est aussi celui qui la transmet. Cette façon de se sentir responsable le caractérise de plus en plus, lui donnant une place encore plus importante dans l'équipage. À Dressrosa, il transmet cette flamme à Viola. Alors qu'elle le piège, il l'écoute et la motive plus que jamais à se battre. Si elle a les moyens de participer à la libération de son peuple, alors elle doit assumer ses responsabilités. Cependant, il ne la juge jamais et a une profonde empathie envers elle. Il comprend immédiatement qu'elle a subi énormément de malheurs en tant qu'humaine mais aussi en tant que femme. Car oui, vous l'avez compris, Sanji a un lien particulier avec les femmes durant le manga, un lien si important qu'il va être au centre de la prochaine partie. Comme tu le sais, Sanji a un rapport aux femmes très particulier. Ça lui vaut d'ailleurs beaucoup de critiques de la part des fans de One Piece ou simplement des haters de One Piece et sur les réseaux. Pour beaucoup, c'est un mec misogyne ou simplement un bandeur de meufs. Mais ce rapport est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Pour le comprendre, il faut revenir à l'origine de tout. Dans son enfance, ses seuls rayons de lumière derrière la barbarie de son père et de ses frères étaient sa mère et sa sœur. Il a donc tout de suite mis sur un piédestal la jante féminine. Sa sœur Reiju veut le protéger et sa mère l'aime et le pousse à accomplir ses rêves. Elle mange sa nourriture même si celle-ci n'est pas bonne et lui montre que même s'il est faible, il mérite de l'amour. Alors lorsque Sanji grandit, il veut propager son respect et son amour envers les femmes, même si parfois la forme n'est pas forcément la plus adéquate. Il ne souhaite pas voir une femme subir le même traitement que sa mère ou ses domestiques. Ainsi, il protège à son tour les femmes des vices de l'homme. Par exemple, au Baratie, il empêche Full Body de conclure son date avec ses mensonges. C'est un premier indice de sa volonté de protection. Celle-ci est ouvertement exprimée à Enies Lobby lorsqu'il refuse de se battre contre une femme. Beaucoup y voient de la misogynie, mais Sanji ne veut simplement pas reproduire ce qu'a fait son propre père. À ses yeux, toucher une femme est immoral. Il suit les principes de Zeph en accord avec sa propre expérience. Comme on l'a vu précédemment, il est loyal à ses principes et refuse d'y déroger. Il préfère mourir qu'effectuer une action immorale à ses yeux. En agissant ainsi, il crée l'incompréhension chez Nami mais provoque aussi son respect. On comprend que c'est une valeur profondément implantée en lui. Pour Sanji, frapper une femme reviendrait à frapper sa propre mère. Il identifie les femmes à un ensemble car il a conscience des difficultés qu'elles rencontrent, de l'injustice de la société à leur égard. Plus tard à Thriller Bark, c'est d'ailleurs renforcé par le fait que c'est le trait de personnalité que conserve son ombre. Même elle refuse le combat contre les femmes et les respecte avec un fort aspect de gentleman. Tout ça est profondément ancré en lui. Dans la suite de l'arc, le thème est prolongé avec le faux mariage de Nami, auquel il s'oppose. Il vient la sauver avec un fort archétype du prince charmant, ce qui est quand même cocasse quand on connaît son vrai statut. Surtout, il la protège d'un homme qui veut la forcer à l'épouser. Un gros parallèle avec l'histoire de sa mère encore une fois. Il la protège d'une relation toxique et refuse de voir un mariage qui mène à de la maltraitance. Sanji a un énorme respect mais aussi un énorme faible envers les femmes, et ça on le sait tous. Il cherche leur amour et veut se sentir important. Parfois il a des comportements un peu ridicules c'est vrai, comme sur l'île des hommes poissons par exemple, au contact des sirènes, mais il n'aime pas les femmes que pour le physique. Il les aime pour ce qu'elles sont. Il respecte chacun de leurs choix et essaie de les comprendre. À Dressrosa, il n'en veut pas à Viola qui pourtant le trahit. Il écoute son histoire et ne la juge pas, il lui fait comprendre qu'elle est la victime dans l'histoire et qu'il veut qu'elle s'en sorte. Il lui offre des perspectives d'avenir, métaphore poignante bien sûr au vu de ses pouvoirs, et il la pousse à se battre pour son avenir. Sanji l'aime malgré ses faiblesses et elle lui prouve qu'elle a le droit d'être vulnérable et d'avoir des défauts. À Whole Cake Island, il n'est pas effrayé par le troisième œil de Pudding et la trouve sublime, ce qui va totalement bouleverser finalement le cours des choses. Autant l'estime de Pudding envers elle-même qui reçoit un compliment sincère sur ce qu'elle considère comme un immonde défaut, autant que sa confiance envers un homme. Il l'aime car il voit enfin ce qu'il y a au plus profond d'elle, et que ses actions néfastes sont peut-être dues à son entourage et ses traumatismes. Enfin, ce rapport aux femmes ne concerne pas que la protection. Il a également confiance en elles et en leurs capacités. Il sait très bien qu'elles peuvent aussi lui venir en aide à leur tour. Il ne les considère pas comme un poids ou comme des êtres faibles à protéger, mais comme son égal. Lorsqu'il n'y a plus d'échappatoire comme face à Black Maria, il n'hésite pas à faire appel à une femme pour l'aider. Son appel à Robin est d'ailleurs totalement poignant. Il a confiance en elle et sait qu'elle viendra. Il trouve en elle le respect qu'il recherche, ce qui s'accorde bien sûr avec les paroles de cette dernière le concernant. Donc non, Sanji n'est pas juste un misogyne vendeur de femmes, il est un homme qui respecte les femmes et comprend leurs difficultés au sein de la société. Il comprend le poids de l'héritage qui pèse aussi sur leur dos, un poids qu'il connaît très bien et qui est au centre de l'arc majeur du personnage, l'arc Whole Cake Island.
En quittant les Mugiwara pour accomplir le destin choisi par les Vinsmoke et Big Mom, Sanji a failli renoncer à son propre avenir et ses rêves pour son héritage. Un héritage qu'il porte tel un fardeau qu'il rejette sans cesse mais qui revient toujours à lui comme quelque chose d'inévitable. Sous la menace de tuer Zeff et de s'en prendre aux Mugiwara, Sanji n'a pas le choix et accepte le rôle que veulent lui donner les Vinsmoke dans cette histoire. Sanji ne peut pas se détacher de son passé et de sa famille. L'héritage de son nom vient obstruer le chemin qu'il a emprunté. Encore une fois, il préfère se sacrifier plutôt que de continuer sa vie égoïstement. Un personnage toujours fidèle à ses principes qui assume tout le poids d'une situation critique sur ses épaules. Quitte à partir sans rien dire ou tourner le dos à ses amis pour leur bien. À ce moment-là, la notion de responsabilité revient sur la table. Sanji a conscience que s'opposer à Big Mom est trop dangereux pour Luffy. Il sait aussi qu'il ne peut pas protéger Zeff qui réside actuellement sur East Blue. Alors il prend la responsabilité de son héritage sur ses épaules et refuse de voir ce poids se transférer sur ses proches. Son passé horrible lui est rappelé de nouveau par la confrontation contre son père et ses frères. Les traumatismes ressortent mais il ne peut rien y faire. D'une certaine manière, Sanji reçoit la punition de Sisyphe. Peu importe à quel point il avance, le rocher continue de l'obstruer et de l'empêcher de grimper. Son passé est un mur infranchissable. Pourtant, Sanji se montre résistant au début. À la différence de sa famille, Sanji est le seul à encore pouvoir éprouver des sentiments, l'empêchant de défier la morale et les valeurs qui font partie de lui. En affrontant son père et ses frères, il constate leurs différences, autant en puissance qu'en termes de bienveillance dont ils sont totalement dépourvus. Cela montre une énorme opposition entre les êtres modifiés devenus limite des machines à tuer ne suivant que des ordres et leurs pulsions, comparé à Sanji capable d'éprouver de la compassion et l'envie d'aider son prochain sans les blesser. Sanji a toujours été considéré comme la honte de la famille, n'ayant pas un corps modifié abouti aussi résistant et puissant que ses frères, il n'est vu que comme une expérience ratée indigne de porter le nom des Vinsmoke. Lui-même rejette ce nom après avoir été mis de côté, maltraité et poussé à l'exil. Son père le considère uniquement comme un pion sacrifiable à tout moment. Faire épouser un de ses fils dont il est si fier avec Pudding, une des filles de Big Mom, l'un des 4 empereurs en tout cas, est trop risqué. D'où le fait de faire appel à Sanji en cas de besoin pour assouvir ses véritables intentions face à l'un des 4 Yonko des mers. Et c'est là qu'un deuxième point du poids de l'héritage entre dans la danse. À travers le regard de sa famille, Sanji commence à penser qu'il n'est qu'un être remplaçable. Il n'est plus sûr d'avoir sa place quelque part. Lorsqu'il rencontre Luffy durant l'arc, il se bat avec lui pour le faire fuir. Il ne souhaite pas que Luffy soit en danger et qu'il subisse les conséquences de son héritage. De plus, il pense que Luffy peut lui trouver un remplaçant et qu'il n'est pas si important que ça. Preuve que les traumatismes de sa famille l'impactent encore aujourd'hui. Son cheminement mental lui fait même penser qu'épouser Pudding ne serait finalement pas une mauvaise idée. Peut-être qu'elle l'aimera et qu'il n'aura plus à lutter constamment contre ses démons. Lorsqu'il apprend qu'elle se moque de lui dans son dos, sa confiance est écrasée à nouveau. Il a quitté son équipage, sa famille le méprise et celle en qui il fondait de nouveaux espoirs le considère comme un moins que rien. Il ne sait même plus s'il a un avenir en ce monde et si sa vie a encore un sens. À ce moment-là, le poids de son héritage l'a totalement écrasé. Il a accepté qu'il n'était rien qu'un nom et que l'homme ne valait rien. Mais Sanji n'est plus seul en ce monde, et c'est justement ça qu'il ne comprend pas sur l'instant. Luffy l'aime et va tout donner pour le faire changer d'avis, quitte à ne plus se nourrir tant que ce n'est pas Sanji qui lui fait à manger. Il veut faire comprendre à Sanji que c'est lui et lui seul qui a sa place au poste de cuisinier, il n'est pas un poids pour lui mais un moteur de son rêve. Sanji met du temps à l'accepter mais la détermination de son capitaine apaisera finalement son cœur. Il accepte pour la première fois de montrer ouvertement sa faiblesse et ses sentiments en partageant le poids de sa famille à son capitaine. Il se rend enfin compte que ce sont ses amis qui représente aujourd'hui sa nouvelle famille, capable de tisser des liens forts qui vont autant dans un sens que dans l'autre. Mais personne ne va sacrifier ses rêves dans cette aventure car ils iront tous ensemble jusqu'au bout. Un moment incroyable et bien sûr chargé d'émotions. Comme souvent avec Sanji, il va ensuite transmettre ce qu'il a appris à autrui. Ainsi, lorsqu'il découvre le troisième œil de Pudding, il comprend qu'elle aussi a un lourd héritage sur le dos. Haïe et moquée de tous, elle n'est rien de plus qu'un outil pour lire les poneglyphes aux yeux de Big Mom. Tout comme lui qui n'était qu'une roue cassée prête à être troquée pour des avantages sociaux. Lui va la trouver magnifique car il voit uniquement la personne et non l'ombre de l'héritage qui la surplombe. Il lui permet de s'ouvrir et d'accepter ses faiblesses comme Luffy l'a fait pour lui. Deux marionnettes de force supérieure vont couper les fils qui les retiennent. Sanji permet l'évasion des siens en confectionnant un immense gâteau en un temps record. Il excelle dans son art venant contredire les propos de sa famille qui le voit comme un raté. Lorsqu'ils parviennent à fuir, sa famille va retourner sa veste en partie et lui offrir une tenue Red Suite en guise de cadeau d'adieu. Le temps d'offrir un dernier héritage qui représente malgré tout une clé importante de l'avenir de Sanji. Elle vient tapir d'ombre de nouveau ses perspectives et renforcer un poids dont il s'était pourtant délesté. Car oui, une nouvelle question va s'ajouter à son questionnement. Si j'utilise cette tenue, deviendrai-je comme eux? S'ils ont fini par me respecter et me considérer à leur égal, suis-je même déjà comme eux? Le monstre de mon héritage se cache-t-il au fond de moi? Viendra-t-il écraser les valeurs en lesquelles j'ai toujours cru? Le doute s'installe et mène Sanji vers un combat intérieur. La notion d'identité est d'inné.
À Wano, Sanji est en plein doute. On le voit clairement en pleine réflexion à propos de son identité, de qui il est vraiment et de ce qu'il est capable de faire. Le cadeau d'Evin Smoke lui donne même un faible sentiment d'acceptation après autant d'épreuves et remet en question beaucoup de choses sur les liens qu'il souhaite conserver avec sa famille. Faire partie d'Evin Smoke n'est pas une option, mais il sait au fond de lui que le Red Suite peut lui permettre pourquoi pas d'obtenir une puissance importante. Au début de l'arc, on le voit pourtant être le Sanji qu'on connaît. Il donne de la nourriture aux pauvres, il est gentil avec les femmes et se bat pour les plus faibles. Et ce sans utiliser encore la tenue Red Suite. On peut considérer qu'à l'instant, il y a un déni du personnage pour ce que représente cet héritage du Germa et un questionnement concernant son utilisation. Sanji ne l'accepte pas car il ne veut pas être redevable à sa famille qu'il a tant rejeté, et surtout il ne veut pas devenir comme eux. C'est seulement après une longue réflexion et sentant que les Mugiwara avaient besoin de cette force qu'il se décide à l'utiliser face à Page One. Il prend tout de même cette décision non pas pour lui, mais pour ses amis. Lui qui avait remis en question sa place dans l'équipage, il souhaite montrer avec cette force qu'il est indispensable au-delà de son statut de cuisinier et d'ami fidèle. Il débloque ainsi une partie de son potentiel dû aux expériences du Germa. Et cette utilisation pose une première question éthique puisqu'en l'utilisant, il obtient le fameux pouvoir de Steel's Black et donc de l'invisibilité. Un pouvoir qu'il a toujours désiré. Ce pouvoir qui était auparavant un rêve lui est désormais accessible grâce à l'héritage de sa famille. Une famille qu'il déteste et qui lui offre cette opportunité. C'est comme s'il acceptait indirectement les principes de sa famille en échange de ses rêves accomplis et aussi de nouveaux pouvoirs. Est-ce qu'en enfilant cette tenue, il ne devient pas finalement un membre du Germa? Accepter son héritage et en tirer parti signifie-t-il aussi hériter de ses vices? La question prend de l'ampleur dans son esprit et s'intensifie plus que jamais à Onigashima. Après un nouvel acte de bravoure et en refusant de combattre Black Maria qui rappelle les principes de Sanji, son histoire prend une nouvelle tournure. Il découvre qu'en dehors de sa tenue, son héritage familial a aussi un impact sur son corps. Celui-ci change, il devient invincible, indestructible et a même une régénération anormale. Sanji devient peu à peu le produit scientifique que son père désirait tant. Accepter de porter cette tenue a déclenché ses pouvoirs. Métaphoriquement, on peut comprendre que la pseudo-acceptation de son héritage le fait changer. Et là, tout devient différent. Porter une tenue est quelque chose d'acquis et de non naturel. Le corps, lui, est inné. Il a toujours été comme ça. Alors si le monstre familial se cache jusque dans son corps, Sanji est-il réellement différent d'eux? Ça le rend malade et confus à la fois, il ne sait plus où donner de la tête. Et c'est là que vient l'un des événements les plus terribles de sa vie. Alors qu'il perd la tête, Sanji frappe une femme. Tout du moins, il pense l'avoir frappé, l'acte le plus atroce possible à ses yeux. Si son pouvoir l'a rendu fou au point de frapper une femme, alors il est définitivement devenu un monstre. Il n'est plus Sanji, il est quelqu'un d'autre. Un petit détail que vous avez même sûrement remarqué, mais lorsque Sanji utilise le pouvoir des Germa, son sourcil change d'orientation, comme pour montrer qu'il switche de l'homme à la machine à tuer, ou plutôt à la machine invincible, dénuée de sentiments. Il prend conscience que quelque chose s'éveille en lui. À partir de maintenant, deux choix s'offrent à lui. Combattre son soi intérieur et démolir Queen pour offrir une belle victoire à Luffy, ou tout arrêter au point d'en finir. C'est alors qu'en plein combat contre Queen, il va appeler Zoro qui lui affronte King sur les toits, pour lui demander de le tuer s'il devient fou. Ou du moins un monstre dénué de sentiments et inarrêtable comme sa famille. Sanji détruit sa tenue pour rappeler qu'il refuse de devenir une mauvaise personne. Il accepte de devenir un monstre pour Luffy, mais pas le monstre des Germa, plutôt celui des Mugiwara. Et si ce monstre devient maléfique, comme il l'a été en touchant une femme, alors il faudra le terrasser. Après un combat épique contre Queen, Sanji l'emporte contre un homme qui est la définition même du produit scientifique. Une autre façon pour Oda de montrer que Sanji détruit son héritage autant qu'il l'accepte. Oda prend également parti sur les notions de inné et acquise du comportement humain. Un homme n'est pas mauvais dû à sa génétique ou sa famille, il le devient. C'est illustré par le fait que Sanji n'a pas frappé cette femme malgré sa perte de connaissance et de contrôle. C'était en réalité un piège de Queen. Sanji n'a donc jamais dévié de ses principes et de ses convictions. Malgré la pseudo-acceptation de son héritage avec la tenue Red Suite, malgré les changements opérés dans son corps dont il ne pouvait rien faire, oui, malgré tout ça, il reste fidèle à lui-même pour protéger tout le monde. En ce jour, il a définitivement vaincu le poids de l'héritage en prenant ses responsabilités tout en restant loyal à ses valeurs. Il en a tiré profit tout en effaçant les points négatifs. Il devient un adulte affirmé qui se sépare des peurs de l'enfance et de ses traumatismes. L'inné n'a pas fait de lui un homme mauvais. Au contraire, ce sont ses rencontres, ses exploits et ses amis qui ont fait de lui un homme bon.